Salut le journal, j'espère vous trouver en pleine forme en ce début d'année 2026. Ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas venue faire un petit coucou par ici et je me suis dit que début d'année serait l'occasion que je puisse revenir un petit peu. Et en plus, ça fait 5 ans, 5 années pleines que je suis revenue en Guadeloupe. Et j'avais très envie de faire un petit retour d'expérience sur mon installation et sur ma perception de la Guadeloupe depuis que je suis revenue m'installer. J'espère que ce témoignage pourrait aider certains et certaines d'entre vous à faire un choix éclairé par rapport à la décision à prendre quant à l'installation ou non en Guadeloupe. En tout cas, les 5 années passées ici, jusque-là, ont été quand même transformatrices et assez révélatrices par rapport à certaines choses de ma vie et du coup, je vous en parle tout de suite. L'une des premières choses que j'ai pu identifier en Guadeloupe, c'est qu'il y a énormément de potentiel et d'opportunités. Lorsqu'on est une personne inventive, créative, avec des idées innovantes, des compétences, un savoir-faire, un savoir-être aussi, des expériences solides, on peut se faire une place assez facilement. Mais il faut savoir effectivement où s'orienter et à quels besoins on peut répondre. Donc ça s'étudie, mais trouver une place n'est pas impossible. C'est vrai que avoir une stabilité professionnelle en Guadeloupe est quand même important, on va pas se mentir, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on s'oriente pour travailler de manière indépendante ou est-ce que l'on travaille plutôt en structure au sein d'un établissement, d'une institution? Ça, c'est la question. Je trouve que travailler en institution, c'est quand même un challenge parce que on peut être confronté quand même, j'ai l'impression, à une sorte de culture de l'ego qui ne vient pas de nulle part, hein, parce que l'ego s'est construit sur une histoire, sur des traumatismes par rapport à l'esclavage. C'est un trauma quand même qui s'est transmis de génération en génération. C'est vrai qu'on a tendance par ego à se mettre des bâtons dans les roues des uns et des autres. Plutôt que de faire avancer une équipe, parfois on a tendance à la freiner à cause de ces problèmes d'ego. On stagne et on régresse, ce qui est assez dommage. Pour moi, c'est une vraie problématique liée à l'identité. À mon sens, il faudrait finalement faire une vraie thérapie collective pour parfois diminuer un peu sur cet ego qui a tendance à être inadapté en fonction des situations. En tout cas, lorsqu'on est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, se réaliser sur le plan professionnel, ce n'est pas toujours au sein d'une institution que l'on peut justement s'accomplir comme on le voudrait. Donc à réfléchir, mais il faut savoir qu'il peut y avoir ces difficultés. Je n'en fais pas une généralité, mais il faut savoir que ça existe. Autre chose par rapport à mon retour en Guadeloupe, c'est que j'ai appris vraiment à dépasser mes limites et mes croyances limitantes sur moi-même parce que c'est vrai que à cause ou grâce à certains manques de la Guadeloupe, on est obligé de compenser par ses propres moyens. Par exemple, les transports en commun, on sait que c'est assez précaire, c'est pas tout à fait bien desservi, notamment en fonction de certaines zones. Du coup, il faut pouvoir être véhiculé soit par un proche, soit par soi-même, et donc le permis de conduire est indispensable. En tout cas, je le recommande à tous ceux qui voudraient s'installer en Guadeloupe. On ne peut pas vraiment faire l'impasse dessus si on a envie d'être tranquille et si on a envie quand même d'un minimum de praticité. Donc c'est vrai que c'était une hantise pour moi de passer le permis. Tant que je vivais en métropole, je ne l'ai pas passé. Je me contentais vraiment des transports en commun. Sauf que je me suis rendu compte que du coup, être en Guadeloupe sans permis, c'était vraiment compliqué. Et en plus, j'avais quand même un petit ultimatum sur le dos, à savoir que si je voulais être maman, il fallait que je passe mon permis. Ultimatum de mon compagnon. J'ai considéré du coup que je n'avais pas le choix et qu'il fallait me faire violence par rapport à ça. Même si je l'avoue, sur le plan psychologique, ça n'a pas été facile. Ça a été une vraie bataille. On a tous des capacités d'apprentissage totalement différentes et moi, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était assez laborieux d'apprendre la conduite. En soi, la théorie, le code, ce n'était pas le plus difficile, mais alors la pratique, ce n'était pas évident, sachant que j'ai un handicap moteur. J'avais vraiment la crainte de l'échec et j'ai réussi vraiment pas à pas à dépasser ça avec une certaine méthodologie justement qui a été vraiment adaptée à moi. J'ai essayé d'utiliser le plus de ressources possibles pour pouvoir passer l'examen
et le décrocher. Sur ce plan-là, c'est vraiment l'un de mes plus grands accomplissements et l'une de mes plus grandes fiertés. Et ça fait partie vraiment du dépassement de soi pour moi que d'avoir obtenu le permis de conduire, et c'est une nécessité. Donc comme quoi, même s'il peut y avoir des manques, parfois ça peut aussi nous servir sur le plan du développement personnel. Autre chose en termes d'accomplissement personnel et de dépassement de soi, c'est que je suis devenue maman. Et ça, c'est vraiment l'une de mes plus grandes fiertés, l'une de mes plus grandes joies. Voilà, c'est être maman d'une petite fille. Vous le voyez, j'ai le sourire comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose. En fait, devenir maman, ça m'a vraiment réconciliée avec mon corps, avec moi-même. C'est vrai que là également, j'ai eu des croyances limitantes sur ma capacité à être mère. J'ai eu des craintes un peu irrationnelles. Enfin, pas totalement irrationnelles, elles étaient légitimes parce que j'avais peur finalement de transmettre mon handicap à ma fille, à mon enfant. Je n'avais pas envie d'une vie difficile pour elle. En soi, je n'ai pas eu une vie difficile, mais ça a quand même été coûteux à certains moments de vivre avec le handicap, et ça l'est toujours. Mais pour autant, je suis quand même devenue maman, et ça m'a permis là aussi de dépasser des croyances que j'avais. Je dirais que je fais de mon mieux pour être maman, et je suis finalement une maman comme toutes les autres, et ça, je suis vraiment très comblée par ça et très reconnaissante d'avoir pu donner naissance à ma fille, en plus en Guadeloupe. Et c'est une chose qui me tenait à cœur, de revenir justement en Guadeloupe pour vivre ma maternité de manière étayante, avec l'étayage familial. Et c'est vrai que du coup, ça n'a pas de prix, je trouve, d'être auprès de ses proches pour vivre sa parentalité nouvelle, naissante. Je dirais finalement que même si je ne suis pas née en Guadeloupe, je suis née maman quand j'ai donné naissance à ma fille. C'est un bonheur qui est vraiment indescriptible. Mon parcours de soins, de la grossesse à l'accouchement, a été vraiment superbe. Donc pour les personnes qui ont tendance à se dire que les soins aux Antilles, en Guadeloupe, sont moins bons qu'en métropole, etc., je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On a vraiment des équipes très compétentes, on a des hôpitaux superbes. Personnellement, je ne dirais pas du tout que j'ai vécu une mauvaise expérience, bien au contraire. J'ai été accompagnée, guidée, notamment sur la question des 1000 premiers jours. Donc franchement, si c'était à refaire, je l'aurais refait, et sans hésiter. Franchement, ça c'est l'une des choses les plus merveilleuses que j'ai pu accomplir sur ces 5 années. Devenir maman en Guadeloupe a une vraie charge symbolique et affective pour moi. C'est pour ça aussi qu'on avait fait ce choix d'installation, et du coup, pour le coup, on ne le regrette pas du tout. Une autre chose sur laquelle j'ai réussi à prendre du recul, c'est, comment dire ça ? Quand on est en métropole, on quitte un certain confort dans le sens où les gens s'occupent vraiment de leur vie, de leurs affaires, et ne vont pas se mêler trop de la vie des autres. Ça peut être le cas, mais c'est pas tout le temps. Alors qu'en Guadeloupe, on peut quand même parler d'un sorte de macrélisme ambiant, où du coup, les gens se mêlent de la vie des uns et des autres. Ils vont avoir un avis sur tout et n'importe quoi, sur ce qu'on peut faire. Ils vont regarder, ils vont observer. Et des fois, ils vont observer à outrance, et parfois c'est de la curiosité malsaine. Et ça m'a quand même appris des choses, ça, finalement. Je vais être nuancée parce que je pense qu'il y a un macrélisme de type un peu négatif, mais il y a aussi le macrélisme positif. Alors, je m'explique. Dans le macrélisme négatif, je vais vraiment mettre les gens qui ont envie de se mêler de tout pour pouvoir critiquer, pour pouvoir dire des choses négatives sur les autres, pour pouvoir les descendre. Et justement, on en revient à cette culture de l'ego où on va mettre des bâtons dans les roues de celui qui a envie de réussir pour ne pas qu'il nous dépasse, ou pour ne pas... Ça, on le voit quand même assez régulièrement. C'est pour ça qu'il faut quand même savoir se protéger sa vie privée, son intimité, c'est très important. Mais il y a aussi ce que j'appelle du coup le macrélisme positif. C'est les gens qui vont se mêler de ta vie, mais de manière bien intentionnée. Parce qu'il y a des personnes qui vont véritablement se soucier de ton bonheur et faire en sorte de vouloir t'aider. Même si ce n'est pas toujours demandé, et même si ça peut paraître maladroit, parfois c'est vraiment des gestes de bonté,
et d'empathie. Et ça, c'est une chose qui, je pense, est quand même culturelle. Je dirais que ce sont plutôt les aînés qui ont tendance à vouloir toujours bien faire et qui vont être un petit peu là, partout dans ta vie, etc. pour pouvoir finalement te venir en aide. Nuance entre les différents types de macrélisme, je l'appelle comme ça parce que ça, je pense que ça peut parler un petit peu à tous les Antillais qui regarderont cette vidéo, mais voilà, je pense qu'il y a du bon et un peu de moins bon, mais il faut savoir composer avec. Et moi, ce que ça m'apprend actuellement, c'est de poser un peu mes limites, savoir dire non merci, savoir cadrer un petit peu les choses, même si ce n'est pas toujours facile. Quand on a un petit peu de difficulté à s'affirmer, c'est un très bon exercice que de devoir faire face aux gens qui ont tendance à vouloir être tout le temps là, à se mêler, etc. Par exemple, moi j'ai souvent été confrontée à des gens qui m'ont dit « Mais t'es sûr que tu veux faire ça? T'es sûr qu'avec tes jambes tu pourras faire ci, tu pourras faire ça? Moi je suis pas sûre. Avec ton handicap, tu devrais faire ta carte handicapée. » Voilà, tout un tas de choses qui finalement ne les regardent pas. Par rapport à ce genre d'attitude qui peut être bienveillante, il faut quand même savoir cadrer parce que on est seul à savoir ce qu'on est en capacité de faire finalement. Je suis quelqu'un qui aime se dépasser, qui aime créer de la ressource, qui aime se challenger. Et donc c'est vrai que quand on est confronté aux gens qui projettent leurs propres limites sur nous-mêmes, bah, c'est un peu inconfortable et il faut savoir justement faire en sorte de remettre les choses à leur juste place. Donc il faut retenir qu'il y aura des gens qui vont être là pour vraiment t'apporter des connaissances, pour t'élever, pour vraiment te rendre service, et d'autres personnes qui vont être là pour plutôt avoir cette curiosité malsaine et pour diriger un peu ta vie comme eux l'entendent, alors que finalement on est seul maître de sa vie. On a du pouvoir d'agir sur nous-mêmes, pas sur les autres, et donc c'est important de savoir se recentrer lorsqu'on est un peu envahi, quand il y a ces petites intrusions. Quand on a affaire au regard des gens, à leur jugement, ce n'est pas facile de rester focus sur notre propre évolution, mais c'est très important de le faire, et du coup ça apprend aussi à faire abstraction du regard des autres et de leur avis pour justement se concentrer sur sa propre évolution. Si je devais résumer, je dirais que la Guadeloupe m'a appris 5 choses essentielles en 5 années. Et une, que la Guadeloupe a énormément de potentiel et d'opportunités quand on a ciblé ses besoins et qu'on est une personne qui a de la ressource et de la créativité. 2, on est quand même dans un pays où il y a pas mal de culture de l'ego par rapport à l'histoire, par rapport à l'identité d'un peuple, etc. Et donc ça, il faut savoir faire avec, savoir composer avec. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas venir en terre conquise et il faut pouvoir comprendre pourquoi on a ce mode d'interaction entre nous, Antillais. C'est intéressant d'aller interroger, d'aller comprendre mais pourquoi on est justement dans ces blocages, pourquoi le changement est si difficile à atteindre, pourquoi on a cette culture du « moi je suis le plus fort ». Et voilà, les enjeux de pouvoir, etc. C'est un petit peu le nœud de la Guadeloupe, enfin, je pense des Antilles de manière un peu élargie, mais ce sont des sujets qui mériteraient d'être approfondis. Troisième chose, c'est que j'ai appris à compenser le manque, parce que c'est vrai que la Guadeloupe manque encore d'infrastructures ou de services transport, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est une terre qui est aussi authentique et c'est pour ça qu'on l'aime. Elle a gardé tout son potentiel naturel, tous ces endroits idylliques. La nature est vraiment préservée et on n'est pas encore envahi par le trop-plein d'urbanisme et du coup, ça permet de conserver tout le charme et l'authenticité de notre île. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien. Si on a envie de s'installer en Guadeloupe, il faut aussi se dire qu'il va falloir se faire violence, tout doucement, mais violence quand même pour pouvoir acquérir un minimum d'indépendance. Quatrième chose que la Guadeloupe m'a permis, c'est la réconciliation avec mon corps. C'est en cours. Vivre ma maternité ici m'a clairement aidée. Ça a été une avancée énorme et rien de plus beau que d'être devenue maman
ici avec des soins vraiment adaptés. Comme je vous le disais, ayant un handicap moteur, franchement, je n'ai pas du tout eu à me plaindre. Les soignants ont été à l'écoute et vraiment adaptés avec moi, donc je n'ai rien à redire là-dessus. Cinquième chose que je suis aussi en train d'apprendre, c'est savoir poser des limites par rapport au regard un peu intrusif, par rapport aux gens qui ont envie de se mêler un peu de ma vie. Et c'est vrai que ça fait partie du folklore et de la culture, etc. Et il faut être prêt à l'accepter lorsque on vient habiter aux Antilles, en Guadeloupe. Voilà. Et bien, la lumière commence à nous faire défaut. Heureusement que j'ai ma petite ring light pour que vous puissiez encore me voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des sources d'informations pour faire un choix sur votre décision à venir vivre en Guadeloupe ou pas, à revenir au pays ou pas. En tout cas, c'est pas un choix que je regrette. Jusque-là, je suis quand même très conquise. Je suis contente de mon évolution. J'ai hâte de voir ce que l'année en cours me réserve et les prochaines aussi. Peut-être qu'il y aura du changement, peut-être que j'aurai une perception différente à voir. Mais voilà, jusque-là, je n'ai pas du tout à me plaindre. Je suis quand même assez confortable. Vous savez tout. Si vous avez des retours d'expérience à faire, des questions, si vous avez envie de rebondir sur ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en bienveillance et dans le respect, bien évidemment. C'est quand même plus agréable. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like pour m'encourager à faire davantage de vidéos. La régularité sur YouTube et moi, ça fait 40 000, mais j'essaye quand même de persévérer. Pour cette année, je me mets des petits objectifs. Comme ça, peut-être que j'arriverai à une certaine... Bon, on va pas se projeter de trop parce que ça va me mettre la pression et en fin de compte, je n'y arriverai pas. Donc, voilà. N'hésitez pas également à partager la vidéo à des personnes qui seraient intéressées, qui se questionnent, qui sont concernées par le sujet. Si le cœur vous en dit, parlez-moi de votre situation, de votre projet. Est-ce que vous voulez revenir au pays? Est-ce que vous êtes dans l'hésitation? Comment vous voyez les choses? En attendant de vous lire sur le journal, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je profite pour vous souhaiter que de bonnes choses pour cette année 2026. Je ne sais pas si j'arriverai à poster la vidéo en janvier ou ce sera encore un peu le moment de souhaiter la bonne année, mais je le fais quand même, mieux vaut tard que jamais. Donc, une très bonne année, pleine d'accomplissements, de projets, de rêves et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vivre votre vie pleinement. Faites les choses que vous avez envie de faire sans trop les remettre à plus tard ou au lendemain parce que le temps ne nous appartient pas. C'est sur ces mots que je vais refermer le journal et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!